L'île de Sable est située à 300 km au sud-est des côtes de la Nouvelle-Écosse. En hiver, elle est balayée par des vents violents et il y règne des températures glaciales. Malgré ces conditions extrêmes, 400 000 phoques gris s'installent sur l'île pour s'y reproduire. Cette femelle vient de donner le jour au plus jeune membre de la colonie. Les femelles ont un seul bébé. La mère protège son nourrisson des congénères qui voudraient s'approcher. Elle fait aussi écran avec son corps pour le protéger du vent, jusqu'à ce qu'il soit habitué aux conditions extrêmes qui règnent ici. C'est la plus grande colonie de phoques gris au monde. Au cours des 2 mois qui suivent, 70 000 bébés phoques verront le jour ici. Pendant 2 semaines, les bébés vont se gaver du lait de leur mère. Ils peuvent grossir de 2 kilos par jour. Pour les bébés, il est crucial de grandir très vite. Les tempêtes sont fréquentes et très éprouvantes. Les jeunes sont plus vulnérables au froid. Le ressac des blocs de glace et les bourrasques de sable sont très pénibles pour les adultes. Pour les plus jeunes, le sable virevoltant est une menace mortelle. Après la tempête, le ciel déploie une lumière magnifique. L'île est paisible. Mais tous les bébés n'ont pas survécu au cataclysme. À la fin de la période de reproduction, la colonie aura perdu 30% de ses jeunes. Pour les survivants, la vie sur la plage à côté de maman est très douce. Sous leur manteau blanc et luisant, ils sont bien gras. Ils mènent une vie insouciante. La plupart des phoques ne sont que de passage sur l'île de Sable. Mais il y a aussi des habitants permanents, comme ces chevaux sauvages. Ils ont bien du mal à survivre le reste de l'année, car la végétation est clairsemée. En hiver, la présence des phoques leur offre un bonus. Les excréments des 400 000 phoques sont un excellent engrais pour les plantes. Après avoir tété leur mère pendant 2 semaines, les bébés ont l'air de saucisses gonflées. Ils échangent leur duvet blanc contre le pelage des adultes.
Les femelles les aident à se débarrasser du duvet. C'est tellement agréable que le bébé se met à geindre pour que sa mère reprenne la séance de grattage. Quand les bébés sont grands et bien dodus, les mâles font des approches pour s'accoupler avec les femelles. Mais tant que leur bébé n'est pas sevré, elles rejettent leurs avances. Son rôle de maman se terminera bientôt. Dès qu'une femelle coupe les liens avec son petit, les mâles se battent entre eux pour s'accoupler avec elle. Les vainqueurs sont souvent les mâles les plus massifs. Après l'accouplement, les femelles gagnent la mer. Les femelles ne disposent que de 3 semaines par an pour élever leurs petits et s'accoupler. La maternité des phoques gris ne dure pas plus de 18 jours. Ce bébé de moins d'1 mois est livré à lui-même. Les 2 mois qui viennent, il va vivre sur ses réserves de graisse et renforcer sa musculature avant d'entamer sa longue vie en mer. À l'île de Sable, les vents hivernaux balaient la neige qui tombe. Mais dans le reste du Canada, les paysages offrent un tout autre visage. L'Arctique est recouvert par la neige et la glace. Les animaux sont prêts à affronter les rigueurs de l'hiver. Dès que le haut de l'hémisphère nord se détourne du soleil, les températures chutent. Tout au nord, dans l'Arctique, le soleil se couche et ne réapparaîtra pas avant 3 mois. Les aurores boréales se produisent toute l'année, mais elles sont plus spectaculaires pendant les longues nuits hivernales. Dans les forêts côtières de la Colombie-Britannique, les nuits d'hiver révèlent un autre phénomène magique. Les cheveux de glace. Cet aspect unique de la glace est façonné par un champignon très rare qui est l'inivore, c'est-à-dire qui décompose le bois. Plus il fait froid, plus le bois se contracte, expulsant ainsi l'eau qu'il contient. En traversant les pores investis par un champignon, l'eau gèle sous forme de filaments. Les chutes les plus majestueuses se transforment en sculptures de glace du jour au lendemain.
La glace représente un vrai défi pour une multitude d'animaux sauvages au Canada. Dans les forêts boréales du nord de la Saskatchewan, le gel bouleverse l'habitat des espèces qui vivent dans l'eau, comme la loutre de rivière. Dans les lacs où l'eau reste en mouvement, la couche de glace est fine et les loutres la percent pour plonger et respirer. Les ouvertures restent accessibles à force de les percer régulièrement. Les loutres sont parmi les plus sociables des espèces de mustélidés. Ces deux-là sont de la même fratrie. Quand elles sortent de l'eau glaciale, les loutres étirent leurs muscles contractés par le froid. Les loutres sont capables de rester jusqu'à 8 minutes sous l'eau sans respirer. Ainsi, elles peuvent chasser loin du trou de sortie. Elles remontent des bouchées de vases et de végétation pour consommer les petits crustacés qui s'y cachent. À l'occasion, la chance leur sourit et elles attrapent un joli poisson. Les loutres de rivière ont un pelage formé d'une couche de poils externes imperméables et d'une couche interne de duvet qui leur tient chaud. Elles se roulent dans la neige pour sécher leur pelage et empêcher la formation de glace. Pour se déplacer, les loutres trottinent ou se laissent glisser sur le ventre. Voici la mère des deux jeunes loutres. Une famille typique dans l'univers des loutres de rivière. Comme la glace, la neige est omniprésente au Canada en hiver. Des cristaux se forment à partir de particules de poussière en suspension dans l'atmosphère. Dans les nuages, ces particules se chargent d'humidité et, en gelant, elles prennent une forme symétrique hexagonale, c'est-à-dire de 6 côtés. De symétrie parfaite, les cristaux ont tous un aspect différent: étoiles, aiguilles, prismes et bien d'autres encore. Ici, l'image est ralentie 50 fois. On distingue les cristaux qui s'agglutinent en touchant le sol. Ils donnent ainsi naissance aux immenses tapis blancs qui recouvrent de vastes régions du Canada. Dans les montagnes de l'ouest du pays, la couche de neige est si épaisse qu'elle déclenche un phénomène spectaculaire. Des avalanches.
La neige est à l'origine de la plus grande transformation annuelle au Canada. Dans les forêts boréales du nord du Québec, les caribous dépensent énormément d'énergie pour accéder à leur nourriture. Elle est enfouie à plus d'1 mètre sous la neige. Mais les caribous sont armés pour relever ce défi. Ils possèdent des sabots larges et fendus qui les empêchent de s'enfoncer dans la neige et qui font d'excellentes pelles à creuser. Leur objectif est d'atteindre le lichen qui pousse autour des arbres. C'est leur nourriture de base. Creuser la neige coûte toutefois plus d'énergie aux caribous que celle contenue dans leur ration de lichen. Au cours de l'hiver, les caribous perdent ainsi lentement du poids. Mais les femelles qui portent un petit ont un avantage. Ce sont les seules femelles de la famille des cervidés à avoir des bois. Comme les mâles perdent les leurs avant l'hiver, les femelles sont les seuls membres du troupeau à emporter. En conséquence, les mâles cèdent la priorité aux femelles pour ne pas recevoir un méchant coup de bois. Les femelles gravides accèdent ainsi à la nourriture en fournissant moins d'efforts que les autres membres du troupeau. Les femelles laissent leurs jeunes de l'année précédente se nourrir dans les trous qu'elles creusent. Elles augmentent ainsi leurs chances de survie au cours du rude hiver. Le Yukon est également recouvert d'une épaisse couche de neige. Avec leurs longues pattes, les élans se déplacent aisément dans la neige pour chercher de quoi manger. Les petits animaux utilisent d'autres astuces. Le lièvre d'Amérique possède de larges pattes grâce auxquelles il ne s'enfonce pas dans la neige. Les lièvres ne sont pas faciles à capturer. Ils disposent d'une excellente ouïe et d'un odorat très performant. De plus, la position de leurs yeux leur offre un champ de vision de près de 360 degrés. En hiver, les lièvres ont une fourrure blanche pour passer inaperçus dans la neige. Ces qualités exceptionnelles sont indispensables pour échapper à son pire ennemi, le lynx du Canada. La densité des populations de lièvres d'Amérique et de lynx du Canada est intrinsèquement liée. Le lynx est soumis au cycle naturel des lièvres, dont le nombre grimpe et baisse tous les 10 ans. Quand les 4 petits d'une femelle lynx survivent, c'est un signe que les lièvres sont nombreux et que la chasse est bonne. Le lynx est le prédateur idéal pour capturer un lièvre, parce qu'il est bâti comme sa proie. Le lynx a des pattes très larges comparées à la taille de son corps.
Quand il s'approche d'une proie, le lynx écarte les doigts et pose délicatement ses pattes dans la neige. Malgré ses atouts, attraper un lièvre n'est pas une sinécure. Ce mâle doit parvenir à moins de 10 mètres du lièvre pour avoir une chance de le capturer. Il avance lentement en évitant de faire le moindre bruit. Il tasse doucement la neige pour la rendre compacte, afin qu'elle ne crisse pas quand il mettra tout son poids. Le taux de réussite des lynx est très bas, même quand les lièvres sont nombreux. Les petits félins passent la plus grande partie de la journée à chasser. Un bel après-midi ensoleillé est l'idéal pour s'octroyer une pause. Comme tous les félins, les lynx prennent régulièrement soin de leur pelage. Après la toilette, rien de mieux qu'une petite sieste. L'hiver dans le Yukon dure 5 mois. Les lynx disposent ainsi des meilleures conditions pour chasser une bonne partie de l'année. Les mâles mènent une vie solitaire dans un très vaste territoire, et comme tous les félins, ils marquent les limites à l'aide de leur urine. Ils sont sans cesse en quête d'une proie. Les sens du lièvre sont toujours en alerte. Il compte aussi sur son camouflage pour ne pas être repéré. Si le lynx parvient suffisamment près du lièvre, il a une chance de l'attraper. Le lièvre ne peut pas bouger s'il veut passer inaperçu. La période est faste pour le lynx.
Dans quelques années, le nombre de lièvres va chuter à cause de la prédation incessante des lynx. Ce cycle d'abondance et de pénurie entre le lynx et le lièvre se perpétue depuis des millénaires dans ces forêts septentrionales. Le lynx est parfaitement adapté pour prendre en chasse ses proies dans la neige. D'autres prédateurs disposent d'atouts différents pour chasser. Cette chouette cendrée chasse par tous les temps. Malgré une vision exceptionnelle, elle capture ses proies en se fiant surtout à son ouïe. Le renard roux fait appel à une autre stratégie pour capturer des rongeurs cachés sous la neige, comme la souris sylvestre et le campagnol à dos roux. Ce renard de l'île du Prince-Édouard exploite son ouïe très fine pour repérer l'endroit exact où il se trouve. L'élément de surprise est essentiel pour que cette technique ait du succès. La tâche n'est pas facile. Et plus la neige est profonde, plus c'est compliqué. Le renard se couche pour attendre la fin de la tempête. Il est bien protégé pour résister à la neige et au froid. Son épais pelage est couvert de longs poils qui empêchent la neige de pénétrer jusqu'à la peau. Et sa longue queue touffue fait office d'écharpe pour tenir son museau au chaud quand il dort. Le premier rayon de soleil depuis plusieurs jours. Plus la couche de neige s'épaissit, plus la chasse est difficile. Le renard localise ses proies sous la neige grâce à son odorat. Mais le vent glacial a durci la neige en surface. Le renard tente d'atteindre un rongeur en creusant la neige. Mais faute d'avoir surpris la proie, cette dernière s'est échappée. À la moindre alerte, un campagnol dispose de plusieurs galeries pour fuir un prédateur. Pour la chasse, le renard n'a pas eu de chance. Aura-t-il plus de succès au jeu de l'amour? Cela fait une semaine qu'il suit les traces d'une femelle. Ce comportement enjoué fait partie de la parade nuptiale. Il peut durer plusieurs jours. Les renards roux n'ont pas un partenaire à vie, mais ils n'en ont qu'un seul par saison de reproduction. Le mâle et la femelle forment désormais un couple.
La majorité des animaux qui hibernent sont des rongeurs. Un grand carnivore a développé une manière bien à lui de somnoler pendant les mois les plus froids de l'année. Dans les forêts boréales du Québec, on le trouve enfoui dans la neige. Seul signe de sa présence, la tanière qu'il a creusée et les cristaux de gel générés par sa respiration. Cette femelle ours noir passe l'hiver dans une tanière à peine plus large qu'elle. Les ours n'hibernent pas comme l'écureuil. Ils hivernent et sont donc capables de sortir de leur trou en plein hiver. Bien qu'elle ne mange rien et n'expulse rien pendant 5 mois, l'ours brûle 4000 calories par jour. Les spécialistes ignorent comment l'ours réalise cet exploit sans endommager ses muscles et ses organes internes. Elle a donné naissance à 2 oursons. Ils ont déjà bien grandi depuis leur venue au monde, 6 semaines auparavant. Comparés à la taille de leur mère, les oursons sont les bébés les plus minuscules chez les mammifères. À la naissance, ils mesuraient 15 cm et pesaient 250 grammes. Pendant l'hiver, les oursons se collent contre le corps chaud de leur mère et étêtent régulièrement afin de prendre du poids avant leur sortie de la tanière au printemps. Alors que l'hiver est pénible pour bien des espèces, pour d'autres, c'est une période d'abondance. En hiver, les loups sont en excellente santé. C'est la saison durant laquelle ils consomment le plus de proies. Les loups qui chassent ensemble sont issus de la même famille. Cela ne signifie pas qu'ils partagent volontiers les meilleurs morceaux d'un caribou. Les loups ne sont pas aussi coquets que les chats, mais ils aiment rester propres. Les loups aiment batifoler dans la neige. La fin de l'hiver est la saison des amours pour les loups. Même si la meute compte plusieurs adultes en âge de procréer, un seul couple produit des louveteaux. Ce couple est appelé alpha. Ces deux-là sont ensemble depuis plusieurs années. Tant que la femelle plus claire est en chaleur, le mâle alpha reste à ses côtés. Un autre mâle de la meute s'approche de la femelle alpha. Le mâle alpha suit des yeux son congénère pour jauger ses intentions.
Pris entre les deux loups alpha, le jeune mâle panique et réagit agressivement pour faire reculer le mâle alpha. La queue entre les pattes, l'intrus réalise son erreur. Le couple alpha lui inflige une leçon. L'explosion des hormones sexuelles rend le couple alpha extrêmement susceptible. Les loups et les caribous passent leur vie ensemble. Lorsque les loups ne sont pas en quête d'une proie, les caribous le savent. Sur le lac gelé, les herbivores sont plus rapides que les loups. Mais quand ils doivent manger, les caribous doivent quitter le lac et pénétrer dans la forêt. C'est le moment que la meute de loups attendait. Au milieu des arbres, les caribous sont plus vulnérables parce qu'ils ne voient pas venir le danger. Les loups s'approchent des herbivores. Les prédateurs se séparent pour encercler les caribous. Les herbivores se dispersent en se précipitant vers le lac gelé. La neige est tellement profonde que les loups peuvent seulement emprunter les pistes creusées par les caribous. Les loups foncent sur les caribous pour qu'ils paniquent et fuient dans la neige profonde. Les loups doivent veiller à ne pas s'enliser dans la couche de neige. Dès qu'un caribou a été tué, l'attention retombe pour le troupeau d'herbivores. Le printemps va bientôt arriver. Les caribous doivent parcourir des centaines de kilomètres pour rejoindre le lieu où ils donneront naissance à leurs petits. L'hiver est une saison qui marque profondément la vie de la faune canadienne. Dans le froid, la neige et la glace, la plupart des espèces luttent pour survivre et quelques-unes prospèrent. L'hiver est la saison qui définit le mieux l'identité du Canada.